Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à ce 21e épisode de la deuxième saison du balado L'État du monde. Donc, toujours en ma compagnie, Jocelyn Coulon, qui est toujours en France. Puis on a des bonnes nouvelles pour lui. Le soleil est revenu, c'est officiellement la fin Ouais, la fin du long automne ouais. français. La fin du déluge, puisqu'il y a eu 36 ou 37 jours consécutifs de pluie en France. Il y a une partie du pays qui est Il est encore inondé. sous l'eau. Mais depuis 2 jours, le soleil est revenu, en tout cas dans mon coin, dans le sud-ouest, dans la ville de Pau. Et puis, on prévoit 16, 18, 20, 22 degrés. Donc, je ne vais pas me plaindre. Mais c'est long, 37 jours de pluie. Non, Quand on n'est pas habitué. Non, c'est ça. Je te comprends parce que je vais être à Montréal au cours des prochains jours. Je m'en vais le mercredi, puis je regardais la météo, puis disons que c'est pas la même chose que ce que vous pouvez voir derrière moi. Bon. Ben écoute, mardi, officiellement, ça marquera le quatrième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. Donc, on va consacrer l'épisode de cette semaine à cette question-là. Je sais qu'on en a déjà discuté dans le passé, mais on va essayer de faire un wrap-up, une synthèse de tout ce qu'on a dit, de tout ce que vous devez savoir de ce qui s'est passé depuis les 4 dernières années. Puis on peut peut-être, là, c'est sûr, la science politique, c'est pas de l'astrologie, on ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut peut-être là, discuter ensemble là, de ce à quoi on pourrait s'attendre au cours des prochains mois dans le cadre de ce conflit-là. Donc, bon, on a identifié des grands thèmes. Donc, on va d'abord commencer par revenir sur les origines du conflit. On va parler aussi du déroulement de la situation politique depuis 4 ans, donc plus particulièrement pour discuter des différents types de négociations qui ont eu, que l'Ukraine et la Russie ont eu depuis 4 ans. Ensuite, on va discuter de la situation militaire, puis on va terminer par discuter de la suite des choses. Donc, commençons par les origines du conflit. Donc, évidemment, ça, c'est une thématique, là, peu importe ce qu'on va dire, là, on s'entend, là, il va y avoir des gens pour nous attaquer, pour nous critiquer, pour dire qu'on fait soit de la propagande pro-russe ou qu'on fait soit de la propagande pro-ukrainienne, parce que malheureusement, puis comme dans à peu près tous les conflits, c'est absolument difficile, impossible de s'entendre sur une analyse univoque sur la question. Donc, écoute, moi, je vais commencer. Je vais présenter ce qui a été pour ma part, selon moi, les principales sources du conflit. Donc, d'abord, ça a été discuté en long et en large. Il y a eu beaucoup de débats, mais malgré tout, ça a quand même été discuté dans la littérature. Par exemple, un livre de Sarotte, écrit il y a quelques années, qui faisait justement là, l'historique, la généalogie de cette question-là. C'est la question de l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, qui aura toujours été pour la Russie un grand non-non. Donc, et ça a été répété en long et en large par Vladimir Poutine. Donc, une des raisons pour laquelle son pays aurait envahi l'Ukraine, c'était pour freiner l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Donc, il faut revenir 30 ans en arrière, à la fin de la guerre froide, avant la fin de la guerre froide, en 1989-1990, en 89, c'est l'effondrement du mur de Berlin. Et puis, en 90, on commence à parler de la réunification de l'Allemagne. Mais évidemment, l'Allemagne de l'Est ne faisait pas partie de l'OTAN, contrairement à l'Allemagne de l'Ouest. Donc, la question était, est-ce que la nouvelle Allemagne réunifiée allait pouvoir adhérer à l'OTAN? Et puis, il y a des discussions à l'époque avec Baker, qui était le secrétaire d'État américain, et c'est documenté par Sarotte. Elle a le mémo, le document qui est imprimé dans son livre, où Baker aurait promis à Gorbatchev que ce serait, qu'une fois la partie orientale de l'Allemagne intégré dans l'OTAN. Il n'y aurait pas d'autre élargissement de l'OTAN vers l'Est. On connaît la suite des choses. Ça n'a pas été le cas. Il y a une multitude d'autres élargissements qui se sont produits au cours des années, des décennies subséquentes, à tel point que maintenant, vous avez les 3 pays baltes qui sont des pays limitrophes à la Russie, qui ont été intégrés à l'OTAN. Vous avez tous les pays d'Europe de l'Est, de la Pologne jusqu'à la Bulgarie, qui font maintenant partie de l'OTAN. Et puis en 2008, ça a été une des causes du conflit en Géorgie.
la Géorgie voulait aussi, avait entamé un début de négociation de peut-être vouloir adhérer à l'OTAN. Et puis, ça a été vraiment une cause du conflit en 2008 sur la question de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, deux régions séparatistes de la Géorgie. Donc, voilà, ça a toujours été le cœur du problème pour la Russie. Euh, Puis il y a autre chose également, faut pas négliger, je pense, les conséquences d'une intervention américaine en Irak en 2003. C'était une intervention qui était, légalement parlant, qui était une intervention qui était illégale parce que les Américains n'ont pas obtenu l'assentiment du Conseil de sécurité des Nations unies, puis ils ont malgré tout attaqué un pays souverain sous des prétextes qui étaient absolument faux. Pas l'Ukraine, mais l'Irak possédait des armes de destruction massive, collaborait activement avec des réseaux terroristes, dont Al-Qaïda, dont on sait maintenant, c'était absolument faux. Puis je pense pour bien comprendre l'impact que ça a eu sur la Russie, cette intervention-là, il faut relire le discours de Vladimir Poutine de février 2007 à Munich, dans lequel, et ça a été vraiment là, la première fois qu'il s'est permis de donner, comme on dit en bon québécois, une claque d'en face à ses partenaires occidentaux. Il leur a rappelé la chose suivante. Comment voulez-vous qu'un pays comme la Russie puisse se sentir en sécurité quand l'hégémon américain dit il faut mettre en place des normes, des règles internationales que tout le monde doit respecter. Puis ça, c'est pour le bénéfice de la paix mondiale. Donc, en soi, aucun problème, on est d'accord là-dessus. Mais qu'arrive-t-il lorsque l'hégémon en question se refuse lui-même à s'appliquer à lui-même ses propres normes et se permet d'envahir des pays souverains sans l'assentiment du Conseil de sécurité des Nations unies, comme ça aurait été le cas en Serbie, au Kosovo en 1999, en 2003, en Irak? Comment voulez-vous qu'un pays comme la Russie ou n'importe quel autre pays dans le monde puisse se sentir en sécurité quand l'hégémon n'applique pas à lui-même les règles dont il s'attend que les autres pays vont appliquer? Donc, dans une situation comme celle-là, il ne peut pas y avoir de sécurité, de garantie de sécurité, de paix mondiale, et il est dans l'ordre des choses que la Russie se réarme parce que aujourd'hui, c'était en 1999, lorsque Boris Eltsine était président russe, lorsque les Américains ont attaqué la Serbie, le slogan, la phrase qui circulait à Moscou, c'était aujourd'hui Belgrade, demain Moscou. Donc, si ça peut être le cas, il n'y a pas de garantie que notre souveraineté peut être protégée. On n'a pas le choix de se réarmer. Puis, inévitablement, quand vous commencez à vous réarmer, le lien de confiance est brisé. Puis ça, je pense qu'il ne faut pas le négliger en termes de politique sécuritaire russe. L'intervention au Kosovo en 99 et en Irak en 2003 ont eu des conséquences terribles sur l'ordre international, le droit international, puis ça a entraîné un changement de perspective de la Russie. Et puis, j'ajouterai un autre élément avant de te laisser la parole, Jocelyn, le fameux, ce que Vladimir Poutine appelle le coup d'État de 2014. Donc, pour ce qui s'est passé pour la petite histoire, élection présidentielle, c'est Viktor Yanukovych, un russophone identifié comme étant un pantin de la Russie, ou en tout cas un candidat beaucoup plus près des intérêts de la Russie que de l'Europe, se fait élire président. Et là, il y a les manifestations de Maïdan, et les gens réclament essentiellement un troisième tour à l'élection. Et la pression est tellement forte, il y a de la violence dans la rue, qu'effectivement, un troisième tour des élections. Et Yanukovych perd les élections. C'est Petro Poroshenko, un candidat davantage tourné vers l'Europe, qui est élu président. Yanukovych doit fuir en exil en Russie. Non, pour Vladimir Poutine, dans son analyse à lui, c'est, écoutez, il y a le principe démocratique auquel vous n'arrêtez pas de répéter que vous adhérez, c'est le principe le plus important pour les sociétés occidentales. Ben, vous ne le respectez même pas lorsque le résultat ne fait pas votre affaire. Donc, normalement, une élection présidentielle, ben, il y a deux tours, il n'y en a pas trois. Puis le fait est que si le candidat que vous n'aimez pas remporte les élections présidentielles, ben, ça devrait être ça. Puis vous reprendrez 5 ans plus tard dans l'espoir que votre candidat remporte les élections. Quand vous commencez, vous n'aimez pas le résultat des élections, puis vous demandez un troisième, peut-être même un quatrième tour, ben là, le principe même de la démocratie est rompu. Puis on voit très bien que dans ce cas-ci, tout ce que vous cherchez à faire, c'est d'empêcher l'Ukraine, le peuple ukrainien, d'être entièrement souverain dans son choix. C'est de manipuler la situation, les choses, pour qu'au final, la personne qui se fasse élire soit en fait une personne qui soit tournée vers vos intérêts.
parce que l'autre candidat ne fait pas votre affaire. Donc, Mhm. ça l'a aussi alimenté à Moscou, en Russie, Ouais. un sentiment de forme d'impérialisme occidental dans la cour arrière de la Russie. Donc, ajouter c'est tous ces éléments-là bout à bout, donc l'élargissement de l'OTAN, le fait qu'on ne peut pas faire confiance aux États-Unis en termes d'acteurs fiables en matière de sécurité internationale parce qu'ils se refusent à respecter les normes, puis en plus de ça, une forme d'ingérence politique pour politiquement tourner davantage l'Ukraine vers l'Europe. Donc, ça a été pour Vladimir Poutine la goutte qui aura fait déborder le vase et ce qui a Puis, entraîné quelques semaines plus tu, tard tu pourrais, l'intervention en Crimée. euh, tu, dans tu la... pourrais, tu pourrais rajouter même avant 2014 les manifestations de 2012 en Russie contre Vladimir Poutine, qui était pratiquement officiellement appuyé par Financé, les Américains. oui. Madame Hillary Clinton a fait des déclarations dans ce sens-là. Donc, évidemment, comme tu le disais plus tôt, aujourd'hui c'est Belgrade, demain c'est Moscou. Mais je reviendrai sur peut-être un élément plus englobant de ta démonstration, c'est que finalement, ce que les Russes d'abord les Soviétiques, mais l'Union soviétique s'est effondrée très rapidement, mais les Russes, ce qu'ils demandaient essentiellement à l'OTAN et aux Occidentaux, c'est d'abord une intégration réelle dans le concert européen et dans l'architecture de sécurité européenne ou transatlantique pour que ça soit un partenariat vraiment sérieux. D'ailleurs, Henry Kissinger en avait parlé. Il a même conclu vers la fin que les Occidentaux n'avaient jamais été sérieux dans leur dialogue avec la Russie, ce qui pouvait expliquer en partie la colère des dirigeants russes concernant l'élargissement de l'OTAN, parce que tout le monde a été clair, de Gorbatchev à Boris Eltsine en passant par Poutine, que c'était une ligne rouge et en particulier l'intégration de l'Ukraine. Ce que les Russes demandaient aussi, c'est que on ait à l'esprit leur, leur sécurité extérieure. Parce que si la frontière de l'OTAN passe de l'Allemagne de l'Ouest aux Pays-Baltes, c'est-à-dire à quoi, 200 kilomètres de Saint-Pétersbourg, les Pays-Baltes, Oui, c'est oui, pas très écoute, loin. Tallinn-Saint-Pétersbourg, non, c'est ça, c'est à peu près 150 kilomètres. Alors, la frontière de l'OTAN s'est déplacée de presque 1000 kilomètres à la frontière de la Russie. Donc, évidemment, les Russes disent aux Occidentaux, vous nous dites que votre alliance n'est pas agressive, vous nous dites qu'elle est défensive. Nous, ce que l'on conçoit, c'est qu'une alliance militaire, c'est et défensif et agressif. D'ailleurs, les Serbes sont là pour le savoir, les Libyens en 2011, les Afghans, les Irakiens en 2003. Donc, euh, Puis c'est ça, ce qu'ils ont toujours demandé, c'est d'avoir, comme on dit aujourd'hui, des garanties de sécurité que l'OTAN ne va pas se transformer en un instrument agressif. Alors, on peut y croire que notre alliance militaire n'est pas agressive, mais les faits pour les Russes, parce qu'il faut aussi se placer dans les souliers de l'autre quand on négocie, quand on dialogue, ben, pour les Russes, c'est une menace. C'est ça, si l'organisation se présente comme étant une organisation entièrement, purement défensive, mais que vous êtes en train lentement mais sûrement de faire adhérer des pays voisins, limitrophes dans cette organisation-là, le message que ça renvoie, c'est êtes-vous en train subtilement de laisser sous-entendre que nous sommes la menace contre laquelle vous devez vous défendre. Donc, Mhm. en termes aussi de bris de confiance, là, c'est pas quelque chose qui aide la situation. Mais oui, c'est ça. Donc, après les élections présidentielles de 2012 en Russie, il y a eu des manifestations. Navalny, c'est ce qui l'a un peu amené à être connu en Russie. Puis on sait maintenant que le USID,
le USAID, le truc que Trump a aboli il y a à peu près un an, financièrement parlant, finançait les ONG, les groupes de contestation en Russie. Donc, pour Vladimir Poutine, ça a été le prélude à sa perception, sa vision que l'Occident, les États-Unis sont en train de s'ingérer dans un processus qui n'était peut-être pas démocratique en 2012, la question n'est pas là, mais s'essayer de s'ingérer pour faire en sorte d'affaiblir un régime parce qu'on le juge pas suffisamment tourné vers nos intérêts. Donc, il voit ce qui se passe 2 ans plus tard, après les élections présidentielles en Ukraine, et puis il se dit, bon, ben, je veux dire, j'ai pas le choix d'intervenir, de marquer moi aussi ma détermination, ma force, afin que mes lignes rouges ne soient pas que des lignes rouges rhétoriques, mais qu'elles deviennent de véritables lignes rouges qui devront être prises au sérieux. Ce qui a mené aux accords de Minsk après l'annexion de la Crimée. Et puis ça a été aussi un autre élément qui aurait contribué en 2022 à l'invasion du pays de l'Ukraine par la Russie, parce que les accords de Minsk n'étaient pas respectés, notamment par l'Ukraine. Par exemple, les accords de Minsk prévoyaient que les russophones du pays allaient conserver leurs droits, leurs garanties constitutionnelles. Et puis, les gouvernements ukrainiens, depuis 2014, avaient commencé à imposer des changements aux législations linguistiques qui empêchaient l'utilisation de la langue russe, non seulement à l'école, mais les gens dans les commerces, par exemple, qui affichaient, qui avaient de l'affichage en russe ou qui s'exprimaient en russe, s'exposaient à une police linguistique qui pouvait les sanctionner. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'entre 2014 et 2022, dans le Donbass, qui était dans la partie qui était occupée par les sécessionnistes pro-russes, il y a eu à peu près entre 10 et 15 000 morts de civils. Donc, le conflit continuait aussi dans la région. Et puis, c'est Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande, ou c'est François Hollande, je ne me souviens pas lequel des deux, avait dit qu'en fait, les accords de Minsk, c'était simplement un moyen pour permettre à l'Ukraine de se réarmer, de gagner du temps pour être en mesure de reprendre les territoires perdus suite aux annexions de 2014. Donc, dans l'esprit de Vladimir Poutine, puisque c'est ce qu'il a dit il y a 4 ans, dans son esprit à lui, ça justifiait une attaque préemptive de sa part parce que, selon lui, il était clair qu'à plus ou moins brève échéance, l'armée ukrainienne allait repasser à l'offensive pour reprendre les territoires perdus en 2014. Donc, il a essayé d'enrober son intervention de 2022 autour de principes du droit international. Donc, ben, bon, maintenant, qu'est-ce que tout ça vaut? Au final, tout ce que je peux dire, c'est que malgré toutes les meilleures justifications du monde, en vertu de l'esprit de 1945, de la Charte des Nations unies, toute attaque contre un autre pays qui n'est pas validé par le Conseil de sécurité des Nations unies est inacceptable, est un acte d'agression, ce qui fait donc de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 un acte illégal, au même titre que les États-Unis en 2003 contre l'Irak et Voilà. aussi en 99 contre le Kosovo. Donc, il faut être objectif lorsqu'on analyse cette question-là. C'est pas un monde manichéen divisé uniquement entre des bons puis des méchants, où les bons ne font jamais des choses méchantes. Je pense qu'il faut être objectif là-dessus. Et là, il y a cette invasion qui intervient le 24 février 2020. Et quelques semaines plus tard, les Russes et les Ukrainiens se rencontrent, d'abord au Bélarus, puis ensuite ils transfèrent la négociation en Turquie. Et selon les documents qui ont été publiés en partie par le New York Times, je crois, ou le Washington Post, les deux parties en seraient venues à un accord, pas total, pas parfait, mais à un accord qui avait l'air de satisfaire les deux délégations. Et puis tout d'un coup, ça ne fonctionne plus. Les Ukrainiens se retirent, ce qui a fait dire à plusieurs observateurs, est-ce que les Occidentaux ont fait pression sur les Ukrainiens pour qu'ils rejettent ce début d'accord en leur disant, continuez à vous défendre, nous allons venir à- à votre aide. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs, puisque là commence la livraison d'armes
euh, à l'Ukraine pour assurer sa défense, d'autant plus que les Ukrainiens ont fait preuve quand même d'une résistance exceptionnelle, puisqu'ils ont stoppé l'avance russe contre Kiev. Il faut dire aussi que les Russes avaient l'air totalement désorganisés. Ils n'avaient peut-être pas envoyé leurs meilleures troupes au front. Ils pensaient sans doute que ça se ferait très rapidement d'envahir l'Ukraine. En tout cas, les Ukrainiens ont été d'un grand courage. Ils les ont stoppés et aujourd'hui, 4 ans plus tard, ils tiennent toujours leur pays, ce qui est là aussi exceptionnel. Alors, c'est un déroulement depuis 4 ans qui s'est fait même en dents de scie, parce que après le rejet de l'accord de 2022, les combats, bien sûr, se sont poursuivis. Les Russes avaient pris 25-27% du territoire. Les Ukrainiens ont réussi à les repousser, puis à stabiliser à peu près le front à autour de 20% du territoire sous contrôle russe. Et puis, ils avaient promis une grande offensive en 2023 qui n'est pas arrivée, qui en fait a été un échec. Ils n'ont pas été en mesure d'atteindre leurs objectifs. Et tu me corrigeras, mais je pense que depuis 2023, le front est plutôt stable, quoique les Russes grignotent jour après jour des territoires ukrainiens. Ouais. Il faut regarder, je crois, de l'année dernière. En moyenne, je pense que l'année dernière, au total, ça a été, je pense, 450 ou 500 km² que les Russes ont été en mesure de conquérir. Mais oui, donc, je reviendrai sur quelque chose que tu as dit. Donc, les Russes se sont cassés les dents ou ils n'ont pas envoyé leurs meilleures troupes en février 2022. En fait, moi, je pense que lorsque Poutine utilise l'expression opération militaire spéciale, il y a une raison politique pour ça, mais je pense que stratégiquement parlant, c'était dans sa tête à lui une véritable opération militaire spéciale et pas une guerre. Donc, il ne peut pas, premièrement, sur le plan politique, il ne peut pas, s'il déclare que le conflit est une guerre, légalement parlant, ça permet à l'armée russe de pouvoir déployer les conscrits en Ukraine. Ce qu'il ne peut pas faire en termes pour maintenir la stabilité politique de son pays, pas faire comme les Soviétiques ont fait en Afghanistan dans les années 80, il ne peut pas se le permettre. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne qualifie pas le conflit de guerre, mais d'opération militaire spéciale. Mais ce que les Russes ont essayé de faire en février 2022, c'était le cœur de leur objectif, c'était de capturer un aéroport à peu près à 10 km du centre-ville de Kiev. Et s'ils avaient capturé cet aéroport-là, ils auraient pu, en l'espace de quelques heures, déverser des chars d'assaut et des dizaines de milliers de troupes, de soldats qui auraient eu un accès quasiment direct au centre-ville de Kiev et qui auraient pu décapiter le régime, soit tuer les dirigeants politiques ukrainiens ou les forcer, les capturer, ou les tuer ou les forcer à l'exil, et ce qui leur aurait permis rapidement de mettre en place un régime à leur solde. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont ultimement capturé l'aéroport, mais les Ukrainiens ont détruit la piste d'atterrissage avant qu'ils y parviennent. Et ça l'a tué dans l'œuf l'objectif stratégique des Russes, qui est exactement le même lorsqu'ils ont attaqué l'Afghanistan. La prise de Kaboul, ça a été exactement ça. Ils ont largué d'avions commerciaux, d'aéroflotte, des parachutistes sur Kaboul. Ils ont pris le palais présidentiel, ils ont assassiné le président. Et c'est que par la suite, une fois que le régime s'était effondré, qu'ils ont pu graduellement envoyer des chars d'assaut, puis prendre le contrôle et des troupes et prendre le contrôle du pays. Donc ça, je pense que c'est important de le comprendre. C'est ne pas être leur incapacité à avoir capturé l'aéroport d'Ostomel intact les a empêchés de réaliser les objectifs de ce que Vladimir Poutine appelle son opération militaire spéciale. Et Ouais. puis, oui, par la suite, oui, vas-y. Est-ce que, euh, quand on regarde le bilan de tout ça, 4 ans plus tard, il me semble assez désastreux du côté ukrainien, parce que finalement, c'est eux qui souffrent. C'est eux qui sont bombardés tous les jours. C'est eux qui voient leurs infrastructures détruites. C'est eux qui ont perdu 6 millions, 7 millions
de leurs concitoyens qui ont quitté le pays pour se réfugier à l'étranger. 6 millions d'autres Ukrainiens se sont déplacés dans le pays, en général vers l'ouest, euh, pour aller dans des endroits où ils sont moins susceptibles d'être bombardés. Et la situation économique n'est pas très bonne pour l'Ukraine. Qui veut investir en Ukraine aujourd'hui? Personne, puisque les bombardements sont là pour effrayer les investisseurs. Sur le plan militaire, euh, on le disait tout à l'heure, les Russes grignotent au jour le jour le territoire ukrainien sans faire de grandes percées. Mais de l'autre côté, les Ukrainiens, s'ils reculent un tout petit peu, sont fragilisés par un problème de recrutement aussi, parce que le bassin de soldats disponibles est très petit en Ukraine. On calcule que le pays a perdu, en termes de population, près de la moitié de sa population. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une démographe ukrainienne qui a fait un calcul et elle soulignait que lors de l'indépendance en 91, l'Ukraine avait 51 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle en aurait 28 à 30 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, l'Ukraine n'a pas su faire sa révolution économique au même titre que la Pologne ou d'autres pays de l'Est ont su la faire. Et l'Ukraine s'est appauvrie et en plus, la corruption s'est installée dans ce pays à des niveaux très élevés. À un moment donné, les statistiques indiquaient d'ailleurs que l'Ukraine était, sur 46 pays européens, un des plus pauvres, c'est-à-dire en bas de l'échelle complète. Il faut quand même s'imaginer ça, un pays de 51 millions d'habitants qui est le plus pauvre d'Europe. Donc, une partie des quelques millions d'Ukrainiens ont quitté l'Ukraine, tout simplement, pour aller là où il y avait déjà des diasporas ukrainiennes, comme au Canada, en Australie, aux États-Unis ou en Europe. Donc, ça, c'est un premier facteur de diminution de la population. Il est évident aussi que les événements du Maïdan ont poussé d'autres Ukrainiens à quitter ou à se réfugier dans les pays autour. L'Ukraine a perdu 3 à 5 millions d'habitants lorsque la Russie s'est emparée d'à peu près 20% du territoire. Et là, la guerre de 2022 arrive et en rajoute euh, encore sur le plan des réfugiés ou des déplacés internes. Donc, on a une déstructuration, là, ici, du corps social euh, ukrainien qui fait en sorte que le bassin de recrutement est minuscule. Il y a des millions d'Ukrainiens à l'étranger ou euh, qui se cachent, même en Ukraine, qui ne veulent pas combattre pour leur pays, en tout cas pour l'instant. Ouais. Donc ça, c'est un premier facteur, les désertions, le recrutement, les problèmes économiques et sociaux. S'ajoute à ça la contestation politique au sein même du gouvernement ukrainien. Euh, le Zelensky est sous pression d'organiser des élections, ce qui est évidemment pratiquement impossible quand vous avez perdu 20% de votre territoire et que vous êtes bombardé tous les jours. Mais certains partis politiques, évidemment, sont solidaires de leur gouvernement, mais estiment que Zelensky emprunte une pente autoritaire en ce moment et qu'il est temps de remettre de la démocratie dans ce système politique. Donc, il y a là une fragilisation du pouvoir de Zelensky. Euh, Puis oui, j'ajouterais les questions démographiques. Il ne faut pas oublier aussi que pendant les 30 dernières années, les Ukrainiens n'ont pas fait d'enfants.
Voilà, en plus. La démographie, pardon, ukrainienne a été absolument catastrophique. On fait beaucoup de cas de la démographie catastrophique au Québec, mais ça a été encore pire en Ukraine. Mais il faut comprendre la chose, hein. Lorsque le salaire moyen en Ukraine, c'est à peu près de 500 euros par mois, Hmm. pas le temps d'avoir trois ou quatre enfants. Puis, C'est pas un un bon incitatif. incitatif. Puis ensuite, pour la contestation interne, oui, il y a des gens qui font pression pour qu'il y ait des élections présidentielles en Ukraine. Est-ce que c'est possible? On peut se poser la question. Est-ce que ce serait souhaitable? Moi, je dirais que oui, parce qu'à un moment donné, après 4 ans de conflit comme ça, il y a clairement de la contestation. D'une certaine façon, c'est peut-être le temps de demander aux Ukrainiens, voulez-vous continuer? Hmm. Parce que si on ne leur demande pas, puis l'administration en place prend simplement pour acquis qu'ils le souhaitent, ben, à un moment donné, bon, c'est plus vraiment D'autant plus que les sondages indiquent qu'il y a quand même une grande minorité qui aimerait bien que tout ça cesse, même s'il faut faire certaines concessions. Alors, le débat est autour, à savoir des concessions territoriales ou autres, mais plus ça continue, plus la situation politique, sociale, mais aussi émotionnelle va se dégrader en Ukraine. Et je voudrais rajouter quelque chose sur la démographie et le recrutement. C'est que si vous êtes incapable de recruter, vous laissez vos soldats sur le champ de bataille pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et ils vieillissent. On dit d'ailleurs que euh, la moyenne d'âge ah, des soldats, c'est autour c'est dans d'une la quarantaine. quarantaine. Ouais. Alors, c'est pas normal, hein? Parce qu'habituellement, malheureusement, les soldats ont plutôt entre 18 et 25, 30 ans et sont dans la force de l'âge. Ceux de 40 ans, nécessairement peut-être moins réactifs, mais surtout épuisés par autant d'années de guerre. Alors, ils maintiennent une résistance exceptionnelle et courageuse, mais est-ce que tout ça tient à un fil, en Ouais. tout cas? Ben, je pense que les gens me corrigeront si je me trompe, mais je crois que pour devenir membre de la réserve de l'armée canadienne, il faut avoir en bas de 40 ans. Et je crois Et- que la retraite dans l'armée canadienne devient possible pour un soldat, disons, qui a joint l'armée aux alentours de l'âge de 20 ans. Donc, je pense que la personne se qualifie pour sa retraite à 45 ans, là. Donc, si la moyenne d'âge de l'armée ukrainienne, ben c'est ça, ce sont des gens qui dans le contexte canadien, ne serait même plus admissible à faire partie des forces armées. Et puis, il y a une question aussi, pendant 2 minutes, je vais adopter un ton, une analyse marxiste. La question aussi, c'est si la moyenne d'âge des soldats ukrainiens, c'est dans la quarantaine, on voit aussi énormément d'images de jeunes hommes qui font la fête dans des bars huppés de Kiev, dans des stations de ski dans l'ouest du pays où ça coûte une fortune. Donc, la question aussi, c'est qu'il y a une certaine élite ukrainienne extrêmement riche. Il y a des oligarques en Ukraine, comme il y en a énormément en Russie aussi, mais les enfants, les fils de ces oligarques-là, ils ne sont pas envoyés au casse-pipe. Eux autres, ils boivent du champagne, ils font la fête, jusqu'à 4 heures du matin dans des parties rave, ils vont faire du ski dans des belles stations où ça coûte la peau du cul pour s'acheter un billet journalier. Pendant ce temps-là, ceux qui se font tuer dans les tranchées, ben, c'est des personnes plus âgées pauvres qui n'ont pas les moyens d'échapper à la conscription parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les pots de vin qui sont, puis on pourra parler de la corruption en la matière, qui n'ont pas les moyens de payer le pot de vin nécessaire pour leur permettre d'avoir une décharge, un billet du médecin qui confirme qu'ils sont à moitié aveugles ou puis comme on dit en anglais, unfit Ouais. euh, pour le service militaire. Donc, il doit certainement y avoir en Ukraine un sentiment de frustration au sein de la population entre les élites très riches qui, eux, imposent aux plus pauvres des sacrifices absolument immenses, alors qu'eux se donnent des privilèges pour ne pas avoir à faire les mêmes sacrifices. Donc, il y a peut-être aussi en Ukraine euh, un début de contestation entre deux classes sociales qui, comme on l'avait vu pendant la Première Guerre mondiale dans les pays européens ou qui étaient concernés par le conflit. Donc ça aussi, c'est peut-être une bombe à retardement Oui. pour Zelensky. Sûr.
Sur la corruption, je pense qu'on peut dire deux choses. D'abord, les scandales se multiplient, mais surtout atteignent l'entourage du président, Oui, puisqu'il a dû se débarrasser de son chef de cabinet, qui était un homme très influent, très puissant en Ukraine. Et si la corruption est rendue là, le deuxième problème que ça pose, c'est qu'est-ce qui arrive avec l'aide financière, humanitaire et militaire occidentale à l'Ukraine. Parce que les Occidentaux vont bien vouloir demander à Zelensky et à son gouvernement euh, comment vous pouvez nous assurer que toute cette aide se rend bien là où elle doit se rendre. Et ça, c'est peut-être la partie la plus difficile à vérifier, même, et il faut aussi être, comment dirais-je, patient. En cas de conflit, on ne peut pas exiger des factures pour tout. Et nécessairement, il y aura des choses qui vont passer sous le nez des vérificateurs, si je peux m'exprimer ainsi. Mais ça pose quand même une question à l'aide internationale, une aide internationale qui est maintenant oui. privée de son principal soutien pendant un certain temps, c'est-à-dire les États-Unis. Aujourd'hui, c'est essentiellement cette coalition des volontaires, composée d'une trentaine, 35 pays, essentiellement occidentaux d'ailleurs, qui fournit l'aide économique et humanitaire et de plus en plus, pour ne pas dire totalement, l'aide militaire, les Américains se contentant de vendre Voilà, aux c'est ça. Européens euh, les armes que les Européens vont ensuite transférer aux Ukrainiens. Donc, cyniquement, on peut dire que les Américains font beaucoup d'argent avec la guerre en Ukraine, parce que non seulement ils vendent aussi gaz, pétrole et autres matières, mais ils vendent des armes euh, euh, aux Ukrainiens à travers ce programme européen. C'est un pattern historique, hein. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, Roosevelt, le matériel qui était envoyé en Grande-Bretagne n'était pas des dons, là. La Grande-Bretagne devait prendre un prêt pour acheter les équipements en question. Ce n'est à l'automne 1940 ou début 1941 que l'aide s'est transformée en dons. Donc, Ouais. tu sais, il y a l'aspect très entrepreneurial des Américains qui a toujours été présent et qui l'est peut-être encore plus depuis que la personne qui occupe la Maison-Blanche est un entrepreneur là, de Ouais. formation. Parlons maintenant des négociations. Euh, pendant ces 4 ans-là, à la notable exception de la période de février-mars 2022, donc quelques jours après l'invasion, où il y a eu des discussions entre Ukrainiens et Russes, qui a peut-être mené à un accord qui aurait été acceptable pour certains éléments. Euh, c'est, c'est Donald Trump qui l'impose, cette négociation-là, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose sous Biden. Et lorsque Trump arrive, il dit qu'il va régler le conflit en 24 heures. Bon, il se rend compte que c'est pas aussi facile, puisque un an plus tard, un an après son accession au pouvoir, on en est presque au statu quo dont il a hérité en janvier 2025. Mais au moins, il a forcé les deux parties non seulement à négocier, mais à se rencontrer, ce qui n'était pas le cas des premières négociations, où ça se faisait par l'intermédiaire des Turcs ou des Qataris ou d'autres intermédiaires. Aujourd'hui, à la même table, il y a des Russes et des Ukrainiens qui se parlent. Peut-être qu'ils ne s'entendent pas, mais au moins ils se parlent. Sauf qu'il y a des blocages énormes en ce moment. Et que ce soit sur les garanties de sécurité à offrir à l'Ukraine pour que dans l'avenir, la Russie ne répète pas son méfait,
ou que ce soit sur les enjeux territoriaux. Parce que pour Zelensky, qui est dans la mauvaise position finalement dans cette négociation-là, parce que c'est lui qui doit céder, c'est lui qui doit faire des concessions. Les Russes, eux, demandent un certain nombre de choses. Visiblement, s'ils veulent un accord de paix, il va falloir lâcher des choses, mais ils sont en position de force face aux Ukrainiens. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, 4 ans plus tard, euh, face à un statu quo, au point où Zelensky a dit il y a quelques jours qu'il envisageait de- d'informer les Ukrainiens que la guerre allait durer 2 ou 3 ans de plus. Et donc, ça pose la question de savoir comment vont-ils mener cette guerre pendant 2 ou 3 ans? Qui va la financer, tant sur le plan économique qu'humanitaire et militaire? Les Européens sont là. Ils ont voté un prêt de 90 milliards de dollars il y a quelques semaines pour couvrir les besoins des Ukrainiens pour les 2 prochaines années. Donc, on parle ici de 2026-2027. Et les armes vont continuer à arriver, mais à quel rythme? Je voyais une statistique il y a quelques jours. La livraison d'armes avait baissé d'à peu près 15%. Donc, c'est peut-être pas majeur, mais Mhm. est-ce un signe qu'il y a un épuisement chez les Européens? Et il ne faut pas oublier que les establishments politiques en Europe en particulier sont de plus en plus réticents à financer cette guerre, compte tenu de leurs propres problèmes internes, mais aussi des échéances électorales qui voient arriver au pouvoir des partis qui sont moins enthousiastes pour aider l'Ukraine. Et l'année prochaine, ce sera avec l'élection présidentielle française un gros morceau, parce que si Mme Le Pen ou M. Bardella du Rassemblement national est élu, ben, qui sait ce que la France pourrait faire et peut-être même déstabiliser la livraison d'armes à l'Ukraine. Oui, mais là-dessus, bon, je pourrais dire la chose suivante. Peut-être, écoute, j'émets une hypothèse. S'il y a une baisse du transfert d'armes de l'Europe vers l'Ukraine, c'est peut-être que les Européens ont finalement réalisé que pour stopper l'avancée russe ou éventuellement remporter la guerre contre la Russie, reprendre des territoires, ce qui est hautement hypothétique, ça ne se fera pas avec des chars d'assaut. Ça ne se fera pas avec des canons. Mais on voit clairement le conflit ukrainien, c'est un conflit de drones et c'est ce que l'Ukraine a de besoin, c'est ce que l'Ukraine s'est doté d'un complexe militaro-industriel. C'est probablement la puissance, le pays dans le monde qui est le plus à l'avant-garde de la technologie en la matière. Et si la situation technologique ne change pas sur le terrain, je ne vois pas comment tant les Russes que les Ukrainiens vont être en mesure de faire des percées territoriales majeures. Parce que les drones, là, imaginez la situation suivante, c'est pas juste la ligne de front, là. Mais vous avez de part et d'autre, sur 15-20 km, vous avez des drones qui circulent et qui sont en mesure de frapper à peu près n'importe quoi qui bouge sur cet espace-là. Ça rend impossible la concentration de chars d'assaut. Si vous avez des chars d'assaut, vous avez beau mettre là, des grillages tout autour. Il suffit de 5-6 drones pour les frapper dans les chenilles, pour les immobiliser puis les détruire. Donc, à quelque part, peut-être qu'il y a un réalisme européen en la matière. Ils ont réalisé que l'Ukraine n'avait peut-être pas autant de besoin des équipements occidentaux que ça pouvait être le cas, qu'on pouvait peut-être davantage faire confiance à l'Ukraine, peut-être davantage leur transférer de l'argent pour qu'ils puissent investir encore plus dans des usines de fabrication de drones. Donc, moi, pour ma part, si la situation ne change pas, donc imaginons la situation suivante. Les Russes n'ont plus accès à l'Internet. Ah ben là, ça pourrait être un game changer. Là, les Ukrainiens, en ayant la maîtrise du ciel cybernétique, ils pourraient être en mesure d'empêcher les drones russes de, de, de voler au-dessus de la tête de leurs soldats sur le champ de bataille, ce qui leur permettrait peut-être de masser des troupes, y compris des chars d'assaut, puis de repasser à des offensives un petit peu plus significatives. Pour moi, c'est peut-être la seule possibilité qui permettrait aux Ukrainiens de pouvoir reprendre significativement du territoire.
Puis au cours des derniers jours, ça semble un petit peu être le cas dans la région de Zaporizhzhia. Starlink, le réseau a été bloqué par Elon Musk. Donc, ça l'a aveuglé un petit peu l'armée russe et l'armée ukrainienne a été en mesure de repasser à l'offensive, de reprendre des parties de territoire ici et là. Mais s'il n'y a pas un- un blocage généralisé de l'Internet qui affecterait l'entièreté de l'armée russe. Je ne vois pas comment l'armée ukrainienne pourra être en mesure cette année de repasser massivement à l'offensive puis de reprendre des territoires perdus. Si la Mhm. situation reste la même, la Russie, graduellement, jour après jour, va recommencer à prendre des villages ici et là. Et donc, la guerre d'attrition va continuer en On va 2026 continuer. Ouais. comme c'est le cas depuis essentiellement 2000. La guerre des drones, c'est vraiment depuis 2024, là. Ça a Mhm. commencé en 2023, c'est en grande partie ce qui a empêché les Ukrainiens d'avoir du succès dans leur contre-offensive parce que les Russes voyaient exactement où ils massaient leurs chars d'assaut, où ils s'apprêtaient à passer à l'offensive, puis ils utilisaient l'artillerie pour détruire les chars qui étaient massés comme ça. Donc, ce sera à surveiller en 2026, Ouais. cette question-là. Je pense qu'on peut conclure en disant que il n'y a rien de très positif à l'horizon, à à moins que, comme dans le processus israélo-palestinien des années 90, il y ait quelque part une ville qui s'appelle Oslo et où on négocie secrètement. Parce qu'on oublie aussi cet aspect-là dans les conflits. Les Israéliens et les Palestiniens avaient une délégation officielle à Washington qui faisait peut-être semblant de négocier avec les Israéliens. En tout cas, ça n'avançait pas. Et pendant ce temps-là, secrètement, à Oslo, Palestiniens et Israéliens se rencontraient et ont conclu un accord, d'où le nom les accords d'Oslo, et qui ont mené à un certain dégel entre les deux parties. Alors, est-ce qu'il se passe la même chose? J'en doute beaucoup, mais les conflits nous réservent des surprises Oui, donc parfois. peut-être qu'il faudra parler des accords de Riyad Oui, dans quelques années. Mais le problème, c'est qu'on sait très bien ce qui est advenu du premier ministre israélien qui avait ratifié les accords d'Oslo et de Rabin. L'idée oui, du symboliquement partager Jérusalem avec les Palestiniens, les Arabes, pour une partie non négligeable des nationalistes israéliens, c'était absolument impossible. Puis c'est un gars de cette gang-là qui a assassiné Yitzhak Rabin. Donc, tout dans à la fait. même perspective, Zelensky est placé devant la même épée de Damoclès pour une partie non négligeable du nationalisme ukrainien. Accepter la moindre partition du pays, c'est totalement inacceptable et n'importe quel politicien ukrainien qui va mettre sa plume, sa signature sur un accord qui va entériner la partition d'Ukraine, ça revient essentiellement à signer son arrêt de mort, Donc, rien de positif à l'horizon. là. Exactement. Bon, Voilà. ben, écoutez, merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode sur le bilan des 4 ans de la guerre en Ukraine. Et puis, écoutez, au cours donc, dans 2 semaines, j'en dis pas plus, on vous prépare une petite surprise qui j'espère que vous allez trouver extrêmement pertinente et agréable. Donc, vous allez sûrement au cours de la prochaine semaine, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, voir apparaître la banderole, l'annonce de ce qu'on vous prépare. Et puis, écoutez, d'ici là, on vous souhaite une agréable semaine. Et puis, ça sera un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.